19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Abdelmadjid Tebboune est à New York pour participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président algérien aura également des entretiens avec nombre de ses homologues, en plus du secrétaire général de l'ONU. La protection civile algérienne poursuit ses recherches à Derna, ville libyenne la plus touchée par les récentes inondations. L'envoyé spécial de l'ONU s'y est d'ailleurs rendu. Il affirme que l'organisation collabore activement avec les autorités locales pour venir en aide aux sinistrés. Von der Leyen et Meloni en visite à Lampedusa où des milliers de migrants sont arrivés cette semaine, relançant l'épineux débat sur le partage de responsabilités au sein de l'Union européenne. Et puis en Formule 1, nous revivrons le Grand Prix de Singapour remporté par Carlos Sainz qui met un terme à l'hégémonie de Max Verstappen et offre à Ferrari sa première victoire de la saison. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Abdelmadjid Tebboune est donc à New York pour participer aux travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Le président algérien sera aux côtés de plus de 140 dirigeants pour cette session qui offre une opportunité pour faire valoir une fois de plus les principes constants de la diplomatie algérienne. Durant son séjour à New York, Abdelmadjid Tebboune doit également rencontrer nombre de ses homologues en plus du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, avant de prononcer un discours attendu pour mardi. L'actualité toujours marquée par la situation en Libye suite à la catastrophe qui a touché le pays. Le Croissant Rouge libyen a d'ailleurs démenti ce dimanche le bilan faisant état de 11 300 morts dans les inondations de Derna dans l'est du pays. Un bilan attribué par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Selon un dernier bilan du ministre de la Santé du gouvernement basé dans l'est du pays, la catastrophe a fait 3 252 morts. Et pendant ce temps, les Nations unies évoquent un chiffre terrifiant. Plus de 800 000 personnes ont été touchées par cette catastrophe déclenchée par la tempête méditerranéenne Daniel il y a une semaine. Au moins 11 300 personnes sont mortes et 10 100 restent portées disparues dans la seule ville de Derna, toujours selon l'ONU. Les zones les plus touchées sont placées en état d'urgence sanitaire pour une durée d'1 an. Derna, où plus de 890 bâtiments ont été détruits. Nous l'évoquions en titre, les équipes de secours libyennes et étrangères annoncent retrouver des corps chaque jour, mais les recherches sont difficiles en raison de la boue qui recouvre les zones sinistrées. Les équipes de la protection civile algérienne dépêchées sur place ont pu retirer à ce jour 32 corps sans vie. Et sachez que l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye s'est rendu à Derna, donc ville la plus touchée par ces inondations dévastatrices. Abdoulaye Bathily a affirmé que l'ONU collabore activement avec les autorités locales et les agences d'aide pour fournir l'aide à ceux qui en ont besoin. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour observer ce qui se passe sur le terrain. Bien sûr pour rencontrer les gens, les survivants, ceux qui sont directement touchés par cette catastrophe et aussi pour interagir avec nos équipes sur le terrain. Nous sommes dans une situation d'urgence. Nous devons aller les voir et ils nous diront ce qu'il faut faire. Ces inondations qui ont touché la Libye ont laissé place à un paysage de désolation. Des dégâts matériels incommensurables sont également signalés, provoquant le déplacement de quelques 40 000 personnes. Un nouveau défi se dresse face à la Libye, celui de la reconstruction, où les bénévoles ont un rôle important à jouer. Amel Ahmed Zitouni.
Après les inondations dévastatrices qui ont touché la Libye et qui ont fait plus de 1000 morts et des milliers d'autres disparus, l'aide internationale s'intensifie et les recherches d'éventuels survivants se poursuivent. Des plongeurs, des secouristes et des volontaires continuent de sortir des corps des bâtiments inondés ou de les repêcher en mer. Dans notre rôle de bénévole, nous sommes divisés en 3 groupes. Un groupe pour récupérer les corps avec le Croissant Rouge et d'autres groupes. Un second groupe pour enterrer les corps avec les habitants de la région. Et un troisième groupe pour recevoir du matériel de secours de partout en Libye et les distribuer à la population de manière organisée. Dans la région d'Al-Baïda, un groupe de bénévoles de la ville d'Ajailat ont mis leurs ressources en commun dans le cadre d'une campagne de dons récupérant des articles de base pour les transmettre aux habitants. Nous sommes un comité de la ville d'Ajailat qui est venu soutenir les zones de Omar al-Mukhtar et de Derna. Les habitants ont été touchés, que Dieu les aide. Les gens ont quitté leur maison sans rien. Ils n'avaient même pas leurs vêtements. Il s'agit d'un convoi préparé par nos frères d'Ajailat. Et nous avons une relation privilégiée avec eux car ils connaissent la zone et la situation. La zone a été complètement dévastée et ravagée. Parallèlement au bénévolat, une enquête est en cours pour négligence après la rupture de 2 barrages à Derna qui a entraîné des inondations catastrophiques tuant des milliers de personnes. Le procureur public a déclaré vendredi que les responsabilités seront déterminées. Voilà donc à propos de la situation en Libye, direction le Niger à présent, où des milliers de manifestants se sont donné rendez-vous une nouvelle fois hier samedi devant la base militaire française à Niamey. Il s'agit de la 3e manifestation de ce genre. Elle fait suite aux déclarations du président français Emmanuel Macron qui accuse les autorités militaires de prendre en otage l'ambassadeur de France, Nailaït Hamouda. Cet ambassadeur, c'est Sylvain Haïté, ambassadeur de France au Niger. Il semble vivre les moments les plus compliqués de sa carrière diplomatique. Selon Emmanuel Macron, le personnel diplomatique est pris en otage. Le président français ne mâche pas ses mots, des déclarations mal perçues par la rue nigérienne. Trop, c'est trop. Macron, il n'a qu'à prendre ses macroniers, ses clics et ses claques. Ils n'ont qu'à aller dans leur France. Ils disent, soi-disant, leur pays de quoi dirais-je là. Mais nous ici, chaque fois on dit que nous sommes les derniers au monde. On dit que nous sommes les derniers au monde. Mais par comment? Et on les a sachés, ils refusent de partir. Ils sont en train de pourrir là-bas. Nous, on ne va pas les lâcher jusqu'à le jour qu'ils vont quitter. Au lendemain de cette annonce, des milliers de Nigériens sont sortis dans les rues pour maintenir la pression. Ils demandent aux soldats français de plier bagages. On ne veut pas de la France aujourd'hui, on ne veut pas de la France demain. Ils n'ont qu'à laisser notre pays tranquille, ils n'ont qu'à partir chez eux. C'est tout. L'ambassadeur de France au Niger n'est plus ambassadeur, il est considéré comme un sans-papier. Donc s'il ne quitte le Niger, ce n'est pas une séquestration, c'est leur propre volonté. Et nous savons que Emmanuel Macron cherche un prétexte de guerre pour envahir notre pays. Mais il faut que Emmanuel Macron comprenne que le peuple nigérien est déterminé. Il faut que le peuple Emmanuel Macron comprenne que nous avons compris leur jeu et nous n'allons pas en tout cas tomber dans leur piège. Le 25 août dernier, le CNSP a exigé le départ de l'ambassadeur français sous 48 heures. Paris s'est opposé à ce départ et a estimé que le pouvoir en place n'a pas l'autorité nécessaire pour prendre ce genre de décision. Retour en Algérie pour parler économie. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé ce dimanche l'ouverture des travaux de la 47e session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales et institutions monétaires arabes. La rencontre s'est penchée entre autres sur l'examen de l'efficacité de la politique monétaire dans les pays arabes destinée à contrer l'inflation née des perturbations de l'offre, les facteurs derrière la hausse de l'inflation, ainsi que le rôle des politiques monétaires et financières pour endiguer ce phénomène. Je vous propose justement d'écouter le Premier ministre et le gouverneur de la Banque d'Algérie. L'Algérie a toujours soutenu la stabilité financière et monétaire dans la région arabe.
Et notre engagement envers ces principes demeurera constant parce que nous croyons fermement que l'économie est la pierre angulaire du développement durable et qu'il est essentiel, dans ce monde en continuel changement, marqué par des défis jamais vus, de travailler ensemble afin de renforcer la stabilité monétaire et de soutenir la croissance économique, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie du citoyen arabe, conçus comme des objectifs où les institutions monétaires et les banques centrales arabes pourront jouer un rôle prépondérant dans leur consécration. Dans ces conditions, l'Algérie n'a pas cessé de soutenir les pays arabes frères qui connaissent de grandes difficultés. L'Algérie appelle à l'action arabe commune dans le cadre des institutions internationales afin d'offrir l'appui nécessaire et essentiel à ces pays. Par ailleurs, Ayman Ben Abdelrahman a exprimé la satisfaction de l'Algérie concernant la réalisation de la plateforme Bouna et l'action arabe commune dans l'objectif du renforcement de l'infrastructure des paiements et de la facilitation des échanges commerciaux et des investissements dans le monde arabe. On l'écoute. Je saisis cette occasion afin d'exprimer notre fierté à la réalisation de la plateforme Bouna en 2018, en conformité avec les normes, les principes et les demandes internationales sur le marché bancaire mondial comme une action arabe commune, dont les objectifs sont le renforcement de l'infrastructure des paiements dans le monde arabe, afin de faciliter les échanges commerciaux et les investissements, mais aussi pour les assurer. Il a été possible à travers cela de lier de nombreuses banques centrales arabes. Le chiffre a atteint 120 banques, ce qui représente une évolution notable. Nous souhaitons aller plus loin l'année prochaine. Le Premier ministre algérien a également évoqué les indices économiques globaux de l'Algérie qui sont en nette amélioration dans une conjoncture internationale jalonnée par des crises. Malgré les différentes crises qui ont traversé le monde, l'Algérie connaît des évolutions claires en ce qui concerne les indices économiques globaux et financiers. En effet, le produit intérieur brut a atteint, après sa révision, selon l'année de base, 233 milliards de dollars en 2022. Et la moyenne du PIB par tête d'habitant a dépassé 5100 dollars en 2022. D'un autre côté, la balance commerciale algérienne a réalisé un surplus de 26 milliards de dollars. Et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive, malgré la baisse des prix des hydrocarbures en comparaison à l'année dernière. Et enfin, le président du conseil d'administration du Fonds monétaire arabe a salué la mesure d'unification de la Banque centrale libyenne. J'aimerais ici, il faut le saluer, le pas positif consistant en l'unification de la Banque centrale libyenne qui constitue une mesure essentielle pour l'unification des institutions et la fédération des efforts afin d'avancer dans le développement du secteur financier dans ce cher pays qu'est la Libye. Proche-Orient, des dizaines de colons protégés par les forces de l'occupation sioniste ont pris d'assaut ce matin à la mosquée Saint-Al-Aqsa, empêchant l'accès des fidèles et des élèves des écoles islamiques aux esplanades de la mosquée. Les forces de l'occupation ont par ailleurs procédé à plusieurs arrestations, des mesures prises sous prétexte de fêtes juives. À l'actualité également, Kim Jong-un a quitté l'extrême-orient russe à bord d'un train à destination de son pays, concluant ainsi sa visite en Russie. Auparavant, les médias russes avaient indiqué que le dirigeant nord-coréen et le ministre russe de la Défense avaient discuté des questions pratiques pour renforcer la coopération militaire, ce que Pyongyang a qualifié de nouvel apogée pour les relations bilatérales. Au cours de sa visite en Russie, Kim Jong-un a rencontré mercredi le président russe Vladimir Poutine. Par ailleurs, l'Ukraine accuse la Russie d'avoir lancé ce matin une attaque combinée de drones et de missiles, ciblant principalement le sud de la région d'Odessa. De son côté, Moscou affirme avoir déjoué ce dimanche une attaque coordonnée de l'Ukraine contre la Crimée. Le sommet du groupe des 77 plus Chine s'est achevé hier à La Havane, appelant à la promotion du multilatéralisme et de la coopération internationale. La déclaration finale du sommet a également été approuvée en soulignant le besoin urgent d'une réforme globale de l'architecture financière internationale et d'une approche plus inclusive et coordonnée de la gouvernance financière mondiale. Et puis la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni se sont rencontrés ce matin sur l'île italienne de Lampedusa, un territoire méditerranéen sous tension où des milliers de migrants sont arrivés cette semaine, relançant l'épineux débat sur le partage des responsabilités au sein de l'Union européenne.
Le Premier ministre Meloni et moi sommes ici aujourd'hui pour proposer une réponse coordonnée des autorités italiennes et européennes. Et je veux être très claire, nous avons une obligation en tant que membres de la communauté internationale, nous l'avons remplie. Ce qui est en jeu ici, c'est l'avenir que l'Europe veut se fixer. Parce que l'avenir de l'Europe dépend de sa capacité à relever les défis énormes et massifs qui nous attendent. Et l'immigration clandestine est certainement l'un de ces défis. Et la présidente de la Commission européenne le sait très bien. Et depuis le début de notre travail, j'ai trouvé qu'elle a toujours été extrêmement coopérative à cet égard. Et je pense que c'est extrêmement important. En Colombie, 4 membres de l'armée ont été tués dans des combats contre des dissidents de l'ex-guérilla des FARC à la veille de négociations de paix de leur faction avec le gouvernement, selon le ministère de la Défense. Et puis sachez que des manifestants se sont rassemblés samedi à Séoul pour s'opposer au rejet par le Japon d'eau radioactive dans l'océan et appeler le gouvernement sud-coréen à agir pour mettre un terme au 2e cycle d'élimination prévu ce mois-ci. On estime que la Tokyo Electric Power Company, exploitant de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, a déversé environ 7800 tonnes d'eau contaminée dans la mer au cours de la première phase de son rejet entre le 24 août et le 11 septembre. Et on termine avec de la Formule 1 et pour la première fois de la saison, ce n'est pas Red Bull qui s'est imposé sur un Grand Prix. À Singapour, Carlos Sainz a mis un terme à l'hégémonie de Max Verstappen et a offert à Ferrari sa première victoire de la saison. Retour sur ce Grand Prix avec Salah Faisal. Sous les projecteurs, Singapour a dit oui à la Ferrari. Carlos Sainz a mis fin à une série de 15 victoires consécutives pour Red Bull en remportant le 15e Grand Prix de la saison et le 2e de sa carrière. Leader de bout en bout, l'Espagnol a dicté le rythme et la Ferrari a tenu la route. Le champion du monde en titre, Max Verstappen, n'a pas réussi à terminer au podium et son record de victoires consécutives a été bloqué à 10. Le circuit urbain semblait l'idéal pour l'équipe italienne, mais pas pour la Red Bull. Verstappen et Perez ont dehors du top 10 à la grille de départ. De l'autre côté, Carlos Sainz a converti sa pole position en victoire en terminant les 62 tours en 1h46 minutes 37 secondes. Suivi par Lando Norris de la McLaren, 2e, et le Britannique Lewis Hamilton qui a complété le podium. Oui, c'est une sensation incroyable, un week-end incroyable. Je tiens à remercier tout le monde chez Ferrari pour avoir fait cet énorme effort, pour se redresser et avoir réussi à gagner cette saison après un début difficile. Mais maintenant, nous avons réussi le week-end. Nous avons réussi la course, nous avons fait tout ce que nous devions faire, nous l'avons fait parfaitement. Nous avons remporté une première victoire dont j'en suis fier et heureux. Toute l'Italie et toutes les Ferrari seront fières et heureuses aujourd'hui. Russell s'est écrasé au dernier tour. La bataille entre Charles Leclerc et Max Verstappen pour la 4e place a été au faveur du Monégasque. Sergio Pérez 8e, Red Bull a terminé hors du podium pour la première fois depuis le Grand Prix du Brésil de novembre dernier. La voiture de sécurité est sortie au 20e tour lorsque la Williams de Logan Sargent a heurté le mur. Esteban Ocon a abandonné suite à un problème de boîte de vitesse. À 7 Grands Prix précédant la fin de la saison, Max Verstappen avec 374 points conserve toujours une confortable avance au classement général devant son coéquipier Sergio Pérez qui est à 223 points. Prochain rendez-vous, le Japon. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Très bonne soirée et à demain.